Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Lucas Stevenson et je travaille pour le European Sex Worker Rights Alliance, l'Alliance pour les droits des travailleuses du sexe en Europe. Je suis responsable des opérations après avoir été le coordinateur pendant les 8 dernières années. Nous étions plus connus sous le nom du International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe. On a récemment changé de nom il y a quelques semaines. Donc, des fois, je fais référence à ICRSE ou à ICRSI ou SOA, c'est la même organisation. Donc en fait, je vais présenter sur l'inclusion et l'exclusion des travailleuses du sexe devant les institutions européennes. Le travail que nous avons fait depuis une quinzaine d'années maintenant, mais je vais me focuser surtout sur les 8-10 dernières années, et regarder le rapport de la communauté, des organisations qui représentent les TDS, avec différentes institutions européennes. Et je réfléchissais un peu à ce que j'espère de cette présentation. Alors j'espère vous montrer, avec des faits concrets, comment les TDS sont inclus ou exclus des institutions, comment nos demandes sont écoutées ou ignorées. Mais j'espère aussi vous faire un peu réagir et vous choquer, car moi-même je ne suis pas chercheur, je ne suis pas universitaire, je suis activiste, je travaille pour une ONG, et je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout un background légal, ou loi, ou politique, etc. Et en tant que citoyen européen, il y a des choses qui se passent au niveau des institutions européennes, au niveau du manque de démocratie, qui sont très choquantes et aussi qui affectent les travailleuses du sexe et autres groupes marginalisés. Et j'espère aussi que, malgré tout ça, ça vous inspire aussi à vous intéresser plus à ces institutions européennes et à nous aider en tout cas dans le combat qu'on mène pour représenter les TDS. Donc, est-ce que vous voyez comme ça ou est-ce qu'il faut que j'enlève Non, c'est très bien. Alors le réseau européen, juste brièvement, on est un réseau régional qui représente plus d'une centaine d'organisations dans 35 pays. On représente à peu près 50 000 travailleuses du sexe. On a demandé à nos membres combien de TDS elles voient ou elles incluent dans leurs membres. À peu près 50 000, mais je pense qu'en fait c'est beaucoup plus. Dans 35 pays, y compris Europe et Asie centrale, donc c'est la définition de l'OMS de l'Europe. Nous sommes nous-mêmes dirigés par les travailleuses du sexe, avec une majorité de travailleuses du sexe au bureau, dans les employés, les consultants. Et nos valeurs clés sont la reconnaissance du travail sexuel comme un travail, l'auto-organisation, l'autodétermination des travailleurs du sexe, et nous nous opposons à la criminalisation du travail du sexe des clients et de tierces parties. Et brièvement, nous avons été créés en 2004 à l'occasion d'une conférence en Europe, Sex Work, Human Rights, Labour and Migration. Je pense qu'il y aura certaines slides qui seront en anglais, parce que j'ai plus l'habitude de penser en anglais, du coup, si vous ne comprenez pas, levez la main, je traduis. Et pendant cette conférence, à peu près 200 personnes, 120 TDS, 80 alliés, sont venus pour 3 jours et ont développé le manifesto et les demandes qui ont été lancées au Parlement européen, déjà en 2004, dans un événement qui a été soutenu par les Verts du Parlement européen. Et en 2020, le ICRSI, SOA, s'est relocalisé à Bruxelles, où on a ouvert un secrétariat. Et maintenant, on est 5 personnes, pas tout à temps plein, qui travaillons dans différentes villes, 2 à Bruxelles, une à Amsterdam, une à Barcelone et une à Vienne. Et brièvement, nos objectifs en tant que le réseau européen, c'est l'accès à la santé, sur les questions VIH évidemment, mais aussi santé sexuelle, santé mentale, bien-être, aussi la réponse au Covid. Accès à la justice est un de nos actes principaux, en particulier sur les victimes de crimes, de violences, d'exploitation, y compris de traite. Les droits numériques sont un nouvel objectif stratégique pour nous, et en particulier la censure, l'exclusion et les droits des travailleurs sur les plateformes digitales. Et finalement, nous avons aussi un focus assez important sur le droit des TDS migrantes et racisées, avec un programme spécifique pour développer les capacités des TDS racisées qu'on a lancé cette année. Et nos modes d'action, très simplement, nous développons les capacités de nos membres avec des formations, des rencontres, des événements, des ressources qu'on développe. Nous faisons beaucoup de plaidoyer, du lobby, des campagnes. Et ce qui est assez nouveau dans la nouveau plan stratégique qui a été publié cette année, nous voulons faire plus d'accent sur la recherche communautaire pour vraiment avoir plus de données sur ce qui se passe concrètement en Europe. Donc là, voilà par exemple des exemples de ce qu'on fait, un rapport sur les victimes, les travailleurs du sexe victimes de crimes en Europe, migrantes, et un festival qu'on a fait en ligne duré pendant le Covid. Alors, j'étais un peu patient à voir à quel point je dois rentrer dans le détail des institutions européennes. Personnellement, ça fait 10 ans que je travaille au réseau européen et je suis toujours aussi confus. Malgré le fait d'avoir été retourné à l'université, étudier les droits humains et la politique internationale avec un cours spécialement sur l'Union européenne, malgré ça, même en étant basé à Bruxelles, c'est toujours très compliqué. Je voulais vraiment rapidement vous dire, pour pas que vous confondiez, je vais parler de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe,
et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Donc, ce sont trois instances vraiment différentes. Donc l'Union européenne, c'est celle que vous connaissez le plus, il y a 27 États membres, c'est une union économique et politique qui comprend parmi les instances le Parlement européen, le Conseil européen, Commission des ministres, la Cour de justice de l'Union européenne, et les plateformes des sociétés civiles de l'Union européenne, dont je vais parler plus, dans lesquelles on est assez impliqué. Le Conseil de l'Europe, lui, est plus focusé sur les droits humains, démocratie et état de droit, et ça inclut 47 membres, y compris par exemple la Russie, etc. Et la Cour européenne des droits de l'homme en fait partie. Il y a plusieurs comités, en fait, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, donc les conseillers municipaux, les assemblées parlementaires avec les membres des parlements des différents pays, le comité des ministres, et nous avons le statut à la conférence des ONG, nous l'avons reçu l'année dernière. Il y a également plusieurs instances comme le Grevio et Greta qui sont responsables pour évaluer la réponse à la traite ou la violence faite aux femmes. Et finalement, il y a l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui je pense est celui que vous connaissez peut-être moins, qui représente 57 États membres, y compris la majorité des pays en Europe, mais également le Canada et les USA. Et ils ont plus un axe sur la sécurité, y compris contre des armes, traite des êtres humains, mais aussi droits humains, liberté de la presse. Et je parlerai plus de ce qu'ils font et comment ils nous excluent bientôt, car ce sont nos préférés. Alors l'Union européenne, voilà. C'est très simple. C'est juste pour vous montrer voilà, un schéma très simple. Donc on ne va pas parceller ça du tout. C'est un organigramme institutionnel. Un organigramme institutionnel qui ne nous apprend rien du tout. Et je vais vous parler vraiment simplement de comment les travailleurs du sexe sont inclus ou exclus au niveau de l'Union européenne. Donc comme vous pouvez imaginer, il y a plusieurs acteurs avec des intérêts divergents, avec évidemment les travailleurs du sexe qui poussent pour être plus intégrés, pour représenter leurs droits, mais il y a également les abolitionnistes dans différentes organisations, avec en particulier certaines organisations de femmes, que je vais essayer de ne pas nommer du tout durant la conférence, et certains alliés aussi qui nous soutiennent, mais également les différentes instances politiques, les représentants des États membres, etc. Ce qui est vraiment important, c'est que la prostitution, le travail du sexe n'est pas une compétence de l'Union européenne, et en fait, en soi, l'Union européenne n'a rien à dire sur la prostitution en soi. Ça appartient aux États membres de prendre des décisions à ce sujet-là. Cependant, la traite des êtres humains fait partie des compétences de l'Union européenne. Et c'est en fait surtout sur ces questions de traite que les différents acteurs essaient de se mobiliser pour faire avancer leurs intérêts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les travailleurs du sexe sont inclus ou exclus selon à peu près les mêmes dynamiques qui se retrouvent au niveau national. Bon, je parle vraiment généralement. Par exemple, nous sommes inclus dans les plateformes sur le VIH, sur la santé, mais complètement exclus sur les plateformes de la traite, par exemple. Et là, de plus en plus, il y a des discussions autour du droit des victimes, et là-dessus, nous sommes plus impliqués, mais je vais en parler plus. Et on peut dire que SOA, donc le Réseau européen des travailleurs du sexe, est un outsider comparé à de nombreuses autres organisations qui sont beaucoup plus ancrées à Bruxelles depuis de nombreuses années, qui reçoivent des financements de l'Union européenne, qui ont des meetings réguliers avec la Commission européenne, avec différents stakeholders, différents partenaires. Mais cependant, notre action est de plus en plus reconnue comme légitime et nous sommes de plus en plus impliqués dans des conversations qui nous touchent. Donc je parlais des plateformes des sociétés civiles. En fait, je parlais de 3 plateformes en particulier. Vous avez le Forum des sociétés civiles sur le VIH qui existe depuis 2005, dans lequel ICRSI, voilà, nous avons postulé, nous sommes intéressés, nous avons une expertise. Oui, évidemment, vous êtes les bienvenus, nous n'avons pas d'organisation qui travaille sur les TDS, parfait. Maintenant, ils incluent aussi la tuberculose et l'hépatite depuis 2017. Et grâce à ça, nous pouvons participer à des meetings de manière très régulière, nous sommes inclus dans les discussions. Par exemple, l'Union européenne a maintenant développé des financements qui incluent aussi les organisations communautaires, enfin pas juste maintenant, mais c'est depuis longtemps. Ils viennent juste de lancer un nouveau financement. Nous avons des meetings avec le ECDC, le Centre européen pour le contrôle des maladies. Et nous avons voilà, des relations très simples, enfin, ça va être plus compliqué, mais en tout cas, on est vraiment reconnus comme experts. On peut leur dire, voilà, pendant le ECDC, le European Center for Disease Control, a fait un rapport sur les groupes particulièrement vulnérables médicalement et socialement, dans lesquels les TDS n'étaient pas inclus. Nous les avons approchés en disant, voilà, pourquoi vous reconnaissez que les sans domicile fixe, ou les migrantes, ou les LGBT sont particulièrement vulnérables, mais pas les TDS. Oui, vous avez tout à fait raison, nous allons changer ça. Voilà. Bon, je suis un peu angélique là, c'est un peu plus compliqué. Nous devions organiser une conférence avec eux qui ne s'était pas très bien passée, leurs bureaux sont en Suède,
c'est toute une histoire. Par contre, la plateforme des sociétés civiles contre la traite des êtres humains est extrêmement politisée, est extrêmement abolitionniste, en particulier parce que l'ancienne coordinatrice de la lutte contre les êtres humains était elle-même très clairement abolitionniste. Et en fait, donc là, on a postulé, on n'est pas inclus en tout cas. Et si vous regardez la liste des membres, par exemple en France, vous avez l'Amicale du Nil, le Mouvement du Nil, la Fondation CED, le Lobby européen des femmes, ah voilà, je les ai nommés. Je vais essayer de ne pas les nommer. Donc le Lobby européen des femmes est l'organisation de droits des femmes la plus prévalente au niveau européen et qui est extrêmement abolitionniste. Ruama, qui sont aussi des abolitionnistes en Irlande, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'ASRADA International, qui est le réseau de lutte contre la traite au niveau européen, qui représente de nombreuses organisations, c'est vraiment l'équivalent de la SIRSI ou de ILGA pour les LGBT ou de PICUM pour les sans-papiers, qui est vraiment reconnu comme le réseau européen contre la traite. Eux aussi ont été refusés de la plateforme de lutte contre la traite, car l'excuse était non, mais nous avons déjà beaucoup de membres au niveau national, on n'a pas besoin de votre expertise. La plateforme de coopération internationale sur les sans-papiers, elle en fait partie et a presque quitté ou est en processus de quitter parce qu'elle a dit que c'est absolument impossible d'avoir un autre point de vue que abolitionnisme. Et enfin, finalement, nous avons récemment été acceptés sur la plateforme des sociétés civiles sur les droits des victimes. J'en parlerai plus dans 5 minutes. Et en fait, c'est une nouvelle stratégie, en français, c'est dur des fois, une nouvelle objectif stratégique de la Commission européenne, de l'Union européenne, de la Commission européenne, du droit des victimes. Et donc, ils ont développé cette plateforme. Nous avons postulé, nous avons été acceptés, et nous avons des meetings réguliers avec la coordinatrice de la lutte pour les droits des victimes, etc. Nous avons pu participer à différentes consultations à ce sujet, et voilà. Donc, en particulier sur cette égalité des genres et droits des victimes, donc c'est en fait, il y a plusieurs stratégies au niveau européen. Il y a la stratégie sur la lutte contre la traite, la stratégie sur l'égalité des genres, la stratégie sur les droits des victimes. Ils ont récemment lancé une stratégie sur les droits des personnes LGBT pour la première fois de l'histoire de l'Union européenne. Donc ça donne aussi quand même une certaine perspective. Par exemple, il semble que le droit LGBT soit plus reconnu, etc. Et pourtant, c'est la première fois que l'Union européenne a une stratégie spécifique sur le droit des personnes LGBT. Donc les droits des travailleuses du sexe, c'est quand même extrêmement minoritaire et ce n'est pas une compétence, etc. Mais en 2020, l'Union européenne a lancé sa nouvelle stratégie sur le droit des victimes, avec un accent sur les victimes particulièrement vulnérables, y compris LGBT et personnes migrantes et sans-papiers. Et en 2020, a également lancé une nouvelle stratégie pour l'égalité des genres, avec l'idée d'introduire une législation au niveau de l'Union européenne sur la violence basée sur le genre. Nous avons pu avoir une rencontre avec la commissaire européenne. C'était la première fois que, je pense, le TDS rencontrait un commissaire européen, Elena Dalli, qui est elle-même de Malta, qui en ce moment, Malta est en train de considérer la dépénalisation, donc il y a aussi des liens comme ça. Nous avons soumis des commentaires à la consultation ouverte. On peut voir sur notre site web, il y a beaucoup de réponses à des consultations, etc. En 2020, il y a une nouvelle coordinatrice de l'Union européenne pour les victimes qui a été nommée, et nous avons été nous-mêmes acceptés en tant que membres de la plateforme de l'Union européenne sur les victimes. Et intéressant, donc il y a le Parlement européen, et dans le Parlement européen, vous avez plusieurs comités. Par exemple, le comité FEM, le comité LIBE. FEM, c'est sur le droit des femmes, et LIBE, liberté civile, droit civil, liberté civile. Et donc ils ont publié un rapport. Donc d'abord, un comité prépare un rapport qui est après voté au Parlement européen. Et ce rapport avait des amendements extrêmement abolitionnistes, qui par exemple disaient clairement le consentement ne peut pas être acheté, toute forme d'achat de services sexuels est une forme d'exploitation sexuelle, et il faut criminaliser, et les États membres doivent criminaliser le travail sexuel. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons fait une lettre soutenue par une vingtaine d'organisations européennes et envoyée à tous les membres du Parlement, et ces amendements-là ont été enlevés. Donc le rapport du comité FEM-LIBE était beaucoup moins abolitionniste, il y avait toujours des choses très problématiques, et maintenant il a été voté au niveau du Parlement européen en septembre. Donc voilà, donc, en septembre 2001, le Parlement a voté cette résolution, et donc la résolution est que la Commission européenne doit maintenant développer une directive qui doit reconnaître que la violence basée sur le genre doit devenir un crime européen. Et en ce moment, en fait, il y a certains crimes qui sont considérés comme des Eurocrimes, les crimes européens qui sont le terrorisme, le trafic d'êtres humains, l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic de drogue, etc. Et en fait, ça donne une certaine compétence à l'Union européenne pour évaluer et monitorer,
pour surveiller. Oui, surveiller, voilà, ces questions-là. Et en fait, il y a une espèce de compétition d'intérêts entre les abolitionnistes et les travailleurs du sexe et les alliés, avec les mouvements abolitionnistes qui veulent reconnaître que la prostitution est une violence faite aux femmes et donc doit être inclus dans cette directive. Et donc leur espoir, c'était que ce soit inscrit dans ce rapport qui a été rejeté. Donc on voit qu'en fait, leurs positions ne sont pas encore vraiment reconnues. Oui, parce que juridiquement, chez Anka, les directives, elles doivent être appliquées en ordre interne. Hein. Oui. C'est là l'enjeu. Oui. Voilà. Et en fait, comme... Donc, oups, pardon. Donc là, c'est juste pour vous montrer, par exemple, une des actions que ICRSI SO a fait. En très peu de temps, on a contacté nos alliés, on a fait une lettre en disant, voilà, les chers membres du comité FEM et LIBE, vous allez voter sur ce rapport, nous sommes complètement contre, il n'y a aucune valeur juridique de définir ignorer le consentement des travailleurs du sexe, etc. Et en très peu de temps, nous avons pu avoir la signature de tous ces réseaux qui en fait montrent que la grande majorité des réseaux de société civile européens, donc la SRADA c'est contre la traite, ENAR c'est contre le racisme, VIH, trans, réduction des risques, le planning familial européen, la société contre le racisme encore, les sans-papiers, les droits LGBT, donc c'est vraiment 90% des ONG européennes qui travaillent sur des questions liées aux groupes marginalisés nous soutiennent complètement. Et donc on a fait cette lettre en disant, et ça a permis, est-ce que c'est grâce à cette lettre ou non, en tout cas l'amendement n'a pas été gardé. Donc ça aussi c'est sur notre site. Et plus généralement, on parle, donc ça c'est une petite victoire en tout cas, mais une certaine victoire. Et c'est ça que je trouve personnellement choquant. Je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que donc en ce moment, au niveau du Parlement européen, aurait pu être votée une loi, ou enfin pas être votée maintenant, mais aurait pu avoir un amendement qui considère que la prostitution est une forme de violence faite aux femmes. Et ça a été proposé dans un amendement pour un rapport, dans un comité, et même pour nous, pour essayer de trouver l'information, c'est extrêmement difficile. Et même par exemple le planning européen, le planning familial, avec qui on travaille là-dessus, eux-mêmes, pour avoir accès à cette information, c'était extrêmement difficile. L'agenda est très difficile à trouver, qui a proposé cet amendement, comment contacter, quel est le délai pour pouvoir proposer des réponses, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement je trouve choquant, une loi qui pourrait en fait impacter les travailleurs du sexe dans toute l'Europe, et au-delà de ça, est complètement passée par un petit comité, un peu... donc voilà, on a quand même réussi, donc c'est quand même une victoire, mais c'est quand même assez étonnant. Et juste au niveau du Parlement européen, je pense que vous connaissez sûrement la résolution Honeyball. Donc en fait, en 2014, une membre du Parlement européen, à l'époque du Royaume-Uni, du parti Labour socialiste, avait proposé une résolution sur la prostitution et la traite, que nous appelons la résolution Honeyball, avec un P, pardon, et qui considère donc que la prostitution est une violence faite aux femmes et que les clients doivent être pénalisés. Et c'est ce qu'on appelle une résolution non binding, une résolution non contraignante, merci, mais qui est quand même un effet très symbolique, donc beaucoup d'abolitionnistes disent oui, en 2014, le Parlement européen a clairement dit que la prostitution est une violence. Nous-mêmes, nous avions répondu, nous avions une lettre signée par 600 organisations et une centaine d'universitaires avaient écrit un contre-rapport en disant mais c'est ridicule, le rapport est blindé de fautes, les footnotes ne mènent à rien, enfin, il y avait des erreurs, comme on sait, enfin, que tous les chiffres étaient faux. Et même des fois, tu cliquais sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Il y avait en particulier, oui, 90% des bordels aux Pays-Bas sont tenus par des gens de la mafia, un truc comme ça. Et en fait, c'était une étude d'il y a 30 ans sur les coffee shops où on peut acheter du cannabis. Et qu'en fait, 30% avaient une conviction pour... En fait, ça n'avait rien à voir. Donc en fait, tout le rapport était faux. Et malgré ça, c'est passé. Du coup, vous pouvez lire ce rapport des universitaires qui critique non seulement le contenu, mais aussi ce que je trouve vraiment non démocratique, enfin une espèce d'insulte aussi au niveau pour les travailleurs du sexe, en disant on peut raconter n'importe quoi sur vous, tout le monde s'en fout, et voilà. Donc c'est le genre de choses qui m'aiment bien. Donc voilà, donc au moins en 2014 c'est passé comme ça, il y a quand même une majorité de membres du Parlement européen qui ont voté pour. Donc je vais parler aussi des groupes de différents parlements européens. Et en 2021, on voit que cette directive, par exemple, et ce comité a rejeté. Donc il y a un avancement. Est-ce que c'est grâce au travail des travailleurs du sexe, des alliés? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de plus en plus de l'impact de la loi des pénalisations des clients en France, avec tous les faits médiatiques qu'il y a eu autour de différents meurtres, etc. Je ne sais pas. En tout cas, on voit une certaine progression. Je pense que j'ai trop mis de choses, donc je vais sauter quelque chose. Quelque chose d'assez intéressant, c'est au niveau des groupes politiques, en fait.
c'est que, comme vous savez, les différents groupes politiques, que ce soit les Verts, la gauche, donc ils ont plusieurs noms au niveau européen. ALDE, c'est les libérales-démocrates, y compris la République en marche. SND, c'est les socialistes. GUE, c'est la gauche radicale. Les Verts, EPP, c'est la droite, etc. Et en fait, on ne sait jamais trop sur quoi et comment ils vont voter, parce que ça dépend en fait de leur position au niveau national, de leur propre intérêt personnel, et en fait, souvent, ils ne savent pas vraiment sur quoi ils votent. Donc là, récemment, il y a eu un vote qui était assez positif au nom de travailleuses du sexe, et quand nous, on a regardé, mais qui a voté exactement, on était étonnés que certains alliés aient voté contre, et certains ennemis ou opponentes ont voté pour. Et du coup, on a essayé d'explorer un peu ça, et en fait, souvent, les membres du Parlement européen votent selon une ligne de parti. On leur dit, voilà, sur cet amendement-là, il faut voter oui, il faut voter non, et en fait, ils le font sans vraiment réfléchir. Et donc, on était un peu choqués que même nos alliés principaux avaient voté contre un amendement qui était très positif. On les a contactés, on fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez voté contre? Ah, on s'est pas rendu compte. D'accord, bon, ça, ça fait un peu peur quand même. Bon, je vais passer là-dessus aussi, sur le principe de subsidiarité, à moins que ça vous intéresse beaucoup. C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. En fait, ce qui est intéressant, si on vote par exemple sur cet amendement qui était sur un amendement qui était assez positif, la droite, par exemple, avait voté. Non, pour le. Je vais revenir là-dessus quand je parlerai des votes exactement. Mais en fait, il y a un principe que. Ah, vous voulez l'expliquer? Vous allez mieux l'expliquer? Non, non, non. Je l'ai noté. Ah non, je l'ai. Attendez, je l'ai noté quelque part. C'est ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que la procédure est une compétence nationale des États. Et donc, ils ne veulent pas remettre en cause ça. Voilà. Et en particulier pour la droite, le IPP a un rapport assez fort à ça en disant, voilà, s'il y a des lois qui sont au niveau national et qui fonctionnent, il n'est pas nécessaire que l'Union européenne extende plus de lois et commence à travailler sur des lois, etc., alors que nous, on avons déjà cette responsabilité-là. Et des fois, il y a ce principe de subsidiarité, de proportionnalité, dans lequel il y a un peu des débats. Et en fait, les parlements de différents États membres peuvent faire des cartons jaunes à l'Union européenne en disant non mais là vous allez trop loin en fait, là on a déjà notre responsabilité. Et sur ces questions de prostitution, il y a un peu cette question-là avec des groupes européens, comme la droite par exemple, qui vont voter contre en disant non on n'a pas besoin, c'est pas qu'on est pour ou contre le principe, c'est qu'en fait on est contre que l'Union européenne fasse une loi à ce sujet-là. Vous voyez? Si vous avez perdu, vous savez. Non, 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 moi c'est d'actualité avec ce qui se passe en Pologne. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Sur d'autres thèmes, mais ouais. Voilà, on est dans la même logique institutionnelle. Ouais. Et donc en fait on a quand même des alliés au niveau européen. Là nous avons Sophie Telveld qui est du groupe libéral-démocrate des Pays-Bas, qui est une de nos alliés principales, qui participe à différents événements qu'on organise. Et sur l'autre photo on peut voir Marisa Matias qui est du groupe radical gauche du Portugal, qui était aussi une candidate à l'élection présidentielle et qui participe souvent, de temps en temps, aux événements qu'on organise et qui nous soutiennent vraiment. Et donc voilà, par exemple, Sophie disait dans cette webinaire qu'on a fait sur le lancement de cette recherche, nous au Parlement européen, nous continuerons de partager votre message et nous essaierons d'insuffler un sens d'urgence, car il y a des choses graves qui se passent maintenant alors que nous discutons, et nous allons pousser pour des solutions rapides et plus de conscientisation. C'était pendant la crise Covid, c'est aussi par rapport à ça. Et aussi également sur ce manque un peu de démocratie, ce manque de accountability de certaines institutions européennes, il est intéressant de voir aussi quelle est leur relation par rapport à la recherche universitaire, aux chiffres et aux données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2014, quand il y a eu ce rapport Honeyball, en fait, avant le rapport Honeyball, il y avait des rapports développés encore par ce comité FEM, et ils ont approché cette chercheuse, Daniela Dana, qui est une experte sur les questions de prostitution, et en lui demandant est-ce que vous pouvez faire une recherche au niveau européen. Elle a fait une recherche, et en fait, elle a dû démissionner. Et il y avait un article qui était à ce moment-là, elle est interviewée en disant ce sont des fanatiques. C'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté ou ressenti pendant le seul meeting que j'ai eu avec le comité. Simplement, ils n'étaient pas d'accord sur une recherche qui montrait qu'en fait, non, la prostitution n'est pas une violence faite aux femmes et que le trait des êtres humains et la prostitution sont complètement différentes. Et donc, en fait, c'est le comité de l'Union européenne qui demande à une chercheuse de faire un rapport. La chercheuse fait un rapport, disant non, mais en fait, on n'est pas d'accord avec votre conclusion, donc en fait, on l'ignore. Et il développe un autre rapport qui est complètement biaisé, avec des faux chiffres, etc. Donc je disais aussi, nous avons fait ce contre-rapport de la résolution Honeyball signée par 96 universitaires. Et finalement, là, juste plus récemment, ce que je trouve intéressant, c'est que GUE, par exemple, donc le parti de gauche radical, n'a pas une position précise sur la prostitution. Il y a des abolitionnistes extrêmes, par exemple une abolitionniste suédoise qui est vraiment
absolument contre la prostitution et définie comme violence faite aux femmes, et nous avons Marisa Matias qui est notre alliée. Et pourtant, ils ont quand même développé une recherche qui a été faite par Alejandra Oliveira, qui est une chercheuse du Portugal, sur la question de la prostitution, dans laquelle, en fait, ils disent oui, effectivement, les prostituées sont victimes de violences, il y a de la traite, etc. Malgré tout, nous considérons que ce n'est pas une violence faite aux femmes et qu'il faut intégrer les travailleurs du sexe dans la recherche et dans les politiques publiques, et il faut décriminaliser le travail du sexe. Donc c'est un rapport que vous pouvez trouver aussi en ligne et qui montre que voilà, qu'il y a plus d'ouverture sur certains partis. Donc au niveau de l'Union européenne, nous avons certains impacts. Par exemple, nous avons pu rencontrer la commissaire européenne lors de des discussions sur l'égalité des genres. Et la résolution dont je parlais tout à l'heure qui est assez positive, c'est que pour la première fois, le Parlement européen a passé une résolution qui dit que la Commission doit établir un framework, un cadre pour la protection et les droits des travailleurs du sexe, en particulier durant une crise, et qu'il faut développer des mesures pour terminer les discriminations dans l'accès au financement, à housing, accommodation, logement, la santé, l'éducation, les autres services. Donc si vous voulez, vous pouvez suivre Elena Dalli en ligne, elle nous soutient, c'est la commissaire européenne pour l'égalité, et les abolistes sont très très malheureux parce qu'elle nous tweet de temps en temps, et à chaque fois c'est un grand scandale. Mais comment osez-vous tweeter ce groupe-là? Et ça, c'est peut-être un peu trop dans le détail, je ne suis pas sûr. En fait, je trouve ça intéressant, c'est le nombre de votes par rapport à cet amendement qui était positif, dans lequel le Parlement reconnaît qu'il doit avoir un cadre concret pour... C'est la première fois qu'il y a le mot travailleuse du sexe, je pense, au niveau du Parlement européen. Et c'est là-dedans qu'on se rend compte qu'en fait, qui vote, en fait, la gauche, par exemple, SND, qui normalement vote contre nous, a voté majoritairement en faveur. La droite, IPP, s'est abstenue complètement par rapport à ce principe de subsidiarité, etc. Et vous voyez que les Verts et la gauche radicale sont plus partagés. Donc voilà. Donc est-ce une victoire, cet amendement positif au Parlement européen? Oui, effectivement, c'est une victoire. Concrètement, il y a quelque chose au Parlement européen qui dit qu'il faut y avoir plus de droits pour les travailleurs du sexe. Pourquoi est-ce une victoire? Est-ce un accident? À voir. Donc vraiment rapidement sur le Conseil de l'Europe. Conseil de l'Europe, on a moins de rapports avec eux. Nous avons été acceptés dans la conférence des ONG européennes du Conseil de l'Europe, donc qui comprend 47 membres. Il y a un rapport sur prostitution, traite et esclavage qui a été développé par Bota, un membre du Parlement portugais aussi. Je vous invite à lire ce rapport, il est incroyablement mal écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport même, ils disent qu'il y a un manque de données fiables et comparables sur la prostitution. C'est un obstacle majeur pour la formulation de politiques efficaces contre la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Cependant, il faut pénaliser les clients car nous avons toutes les preuves qu'il faut que c'est la solution. Et il dit également qu'il ne faut pas écouter les travailleurs du sexe qui ne représentent pas les victimes de la traite, mais qu'il faut cependant écouter toutes les sociétés civiles. Voilà. Donc c'est vraiment un rapport absurde. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi là des développements assez positifs. Nous avons récemment discuté avec le secrétariat du mécanisme de suivi de la Convention d'Istanbul, donc qui est lié aux questions de violences faites aux femmes, violences basées sur le genre. Et en fait, ils nous ont demandé, voilà, nous avons vu que vous avez fait un rapport sur l'accès à la justice, on voudrait vous citer dans notre communication. Donc là, c'était Kate McGrew qui était notre présidente, une des coprésidentes du réseau européen, et sa citation a été utilisée par le Conseil de l'Europe. Et ça paraît des détails assez petits, mais pour nous c'était quand même très important que le Conseil de l'Europe nous approche en disant en fait, malgré un des rapports qui est contre pour la pénalisation des clients, on veut quand même représenter votre voix et votre point de vue. Et donc il y a la citation de Kate qui dit la Convention d'Istanbul est très importante car justement elle cherche à adresser les stéréotypes et les préjudices et les discriminations liées au genre. Il articule le droit fondamental de toute femme à vivre une vie sans violence. Les voix des femmes, y compris les travailleuses du sexe, doivent être au centre des discussions autour des violences basées sur le genre. Donc ça, c'était pour nous quand même un grand succès. Et pareil, nous avons aussi certaines alliées, comme par exemple Doretta Winkler, qui est membre du Conseil de l'Europe, du groupe d'experts de la lutte contre la traite des êtres humains, qui a participé à certains webinaires, etc. Donc ça, c'était un webinaire qu'on avait fait cette année. Et finalement, le meilleur pour la fin, OSCE, ODIHR. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de OSCE ODIHR, oui, je pensais bien. Donc, qui est cette organisation supranationale qui inclut l'Europe, mais aussi les États-Unis et le Canada, et dans laquelle, en fait, les États-Unis ont un poids assez important et qui ont, c'est très complexe, ils ont énormément de différentes branches et bureaux, etc. Et nous, ils ont en particulier une branche sur la lutte contre la traite. Et donc, voilà nos deux amis. Je vous demande avec qui est mon ami parmi les deux.
Et donc ils ont plusieurs intenses comme les crimes de haine, la traite des êtres humains, etc. Donc comme je disais, ils sont plus un focus sur la sécurité. Et le nous en particulier, on a des... Je sais par exemple que les travailleurs du sexe en Russie ou en Asie centrale ont participé à des meetings et des conférences de l'OSI sur la reconnaissance de violences faites au travail du sexe comme crimes de haine. Donc vous savez, comme les crimes de haine contre les personnes LGBT ou migrantes. Et elles ont réussi à se faire un espace là-dedans et participer à des conférences. Nous, on est plus en contact avec l'office, donc le bureau du spécial représentant et le coordinateur de la lutte contre la traite des êtres humains, qui est notre ami Valiant Ricci, ici présent sur l'écran, qui est un ancien juge, je crois, procureur aux États-Unis, qui était très de lutte contre la traite. Et nous avons des meetings assez réguliers avec eux, où nous discutons nos points de vue très différents sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque que l'OSI devait choisir un nouveau coordinateur pour la lutte contre la traite, il n'y avait qu'une seule personne qui s'est présentée au poste. Et normalement, quand une personne se présente et qu'elle a les qualifications, elle devrait être choisie. Et cette personne était Corinne Detmeyer, qui elle-même était la coordinatrice de la lutte contre la traite des Pays-Bas, qui a un point de vue assez neutre sur la question de la prostitution, qui fait la différence, comme beaucoup de personnes qui travaillent sur la traite, entre prostitution et traite des êtres humains. Et elle a postulé, c'était la seule candidate. Et malgré ça, elle n'a pas été choisie, et soudainement, Valiant Ricci a été choisi et a été posté, donc c'est à Vienne, les bureaux d'OSI, et de là il dirige toute la branche de lutte contre la traite des êtres humains, avec une vision très abolitionniste. Alors si vous êtes intéressé, je vous conseille de chercher la vidéo Valiant Ricci, vidéo sur la pornographie. C'est assez incroyable, dans lequel il a un discours mais extrêmement abolitionniste sur la prostitution, le travail du sexe, etc. Et donc il a un agenda très clair sur cette question-là. L'OSI organise des... donc il y a aussi ODIHR. ODIHR, c'est l'organisation pour le... bon, plus sur le Human Rights Dimension, sur le droit humain. Eux-mêmes organisent des conférences. La dernière conférence qu'ils ont organisée, c'est sur mettre fin à la demande. Et en fait, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, tous les États membres doivent mettre en place des choses pour mettre fin à la demande pour les victimes de traite. Mais en fait, c'est très général, c'est mettre fin à la demande pour les victimes de traite en général. C'est que, d'une certaine façon, ça a été transposé pour parler uniquement d'exploitation sexuelle ou de travail du sexe. Donc en fait, quand on dit oui, les États doivent mettre fin à la demande, c'est très vague en fait, c'est mettre fin à la demande de travail sexuel. Et cette conférence-là sur la demande était quasi exclusivement sur l'exploitation sexuelle. Et c'était assez choquant, et donc il y avait un panel avec différents acteurs, tous abolitionnistes évidemment. Il y a eu un rapport sur la demande, et malgré tout, ils ne peuvent pas clairement dire qu'il faut pénaliser les clients, mais si vous lisez leur rapport, c'est très clairement le sous-entendu en fait. Et donc comme ils représentent tous les États membres, ils ne peuvent pas avoir une position aussi claire en disant voilà, nous conseillons la pénalisation des clients, mais c'est très clairement indiqué là-dedans. Et il y a également un rapport plus récent entre ONU Femmes et OSI sur l'impact de Covid sur la traite, et qui est également très tendance abolitionniste, qui est aussi assez choquant par rapport à ONU Femmes. Et un dernier exemple d'exclusion, vraiment concret, et c'est pour ça qu'il y a notre collègue Antonella, qui est une activiste de Roumanie. Donc ODIHR, qui est l'Office de Democratic Institution and Human Rights, qui fait partie de OSI, ont développé un ISTAC, encore un acronyme, le réseau des survivantes de la traite. Et c'est le Advisory Council of International Survivors of Trafficking. Donc l'idée en fait c'est que le travail d'OSI et ODIHR sur la traite des êtres humains doit être basé sur l'expérience directe des survivantes de la traite. Soit. Et donc ils ont fait un appel en disant voilà, nous cherchons des victimes de la traite qui voudraient participer à ce Advisory Council, à ce conseil de l'OSI. Donc beaucoup de personnes ont postulé et nous avons discuté avec Antonella. Donc Antonella qui est une femme trans rome qui a été exploitée en Italie. Elle avait un proxénète. Elle a dénoncé à la police après avoir été victime d'abus, etc. par ce proxénète. Le proxénète a été arrêté et maintenant elle a créé une organisation en Roumanie avec des collègues dans laquelle elle offre des soutiens au travail du sexe, qui sont migrantes à travers l'Europe, etc. Donc une grande activiste, etc. Donc on a aidé à écrire la lettre, et tout ça, on l'a envoyé, et tout ça. Et elle a reçu une réponse négative. Alors on était vraiment choqués, nous, parce qu'on pensait absolument qu'Antonella allait être choisie, car OSI n'a pas du tout une vision abolitionniste. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les 21 survivantes qui ont été choisies, il y en a 11 qui sont basées en Europe de l'Ouest. Il y en a, je ne peux pas lire le chiffre, 8 en Amérique du Nord. 8 en Amérique du Nord.
et 2 pour les Commonwealth and Independent States. Donc je crois qu'il y en a une de Russie, et je ne sais plus où est là, peut-être Géorgie. Et c'est personnellement assez choquant quand on pense à l'exploitation ou le trafic des êtres humains en France. On pense comment ça a été formaté en disant que la majorité sont des personnes d'Europe de l'Est, par exemple, et en particulier de Roumanie. Vous avez une femme roumaine, Rome, qui a été victime de traite, qui est très politisée, qui se bat pour le droit des victimes, qui a elle-même une expérience directe de vouloir dénoncer un proxénète en Italie, qui postule et qui est refusé. Du coup, on a fait une lettre de complainte, etc., et ça n'a mené à rien. Mais internellement, il y a beaucoup d'exclusion. Et elle a eu une raison, disons nous, mais en fait, il y avait une certaine diversité géographique et de genre. Et tu regardes, il n'y a aucune femme rome dans le comité, il n'y a aucune femme trans, il n'y a aucune femme de Roumanie, et je crois en fait aucune personne d'Europe centrale. Et c'est un peu votre argument, il ne tient pas la route. Au bout d'un moment, dites clairement, non, on ne la veut pas car elle est en faveur de la dépénalisation du travail sexuel. Et donc voilà. Donc ça, c'était un peu un exemple aussi vraiment concret d'exclusion de travail sexuel dans une institution européenne. Et je pense qu'en fait, c'était la fin de ma présentation. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Et en conclusion, donc, je répète juste que l'inclusion et l'exclusion des TDS reflètent un peu les inclusions et exclusions au niveau national. Donc on est plus inclus sur les questions de santé, de VIH, mais beaucoup moins sur les questions de la traite. Que le rôle des alliés est très important pour nous. Par exemple, récemment, il y avait une travailleuse du sexe migrante, trans, qui a parlé dans un forum au niveau européen sur les questions de racisme, car les organisations antiracistes maintenant nous soutiennent vraiment clairement. Donc grâce aux alliés dans différentes autres sociétés civiles, on peut avoir accès à différentes institutions qui nous étaient fermées auparavant. Et que certaines priorités des institutions européennes, comme l'antiracisme, bon, une priorité en tout cas sur le papier, les institutions, le droit des victimes, Covid, la numérisation, sont aussi des priorités qui reflètent nos priorités dans lesquelles on essaie d'avoir un alignement avec elles-mêmes. Et finalement, ce que j'expliquais par rapport à c'est souvent été expliqué, ce déficit démocratique, que beaucoup de citoyens européens se sentent complètement déconnectés des institutions européennes, et ce qui rend notre travail aussi assez difficile en tant que réseau européen. C'est assez difficile des fois de dire à nos membres, surtout que nos membres, comme les organisations de travail du sexe en France par exemple, sont souvent à se battre constamment contre des lois en France ou dans d'autres pays, contre la violence, etc., sont vraiment débordés. Et pour nous, en tant que réseau européen, de dire, alors là c'est très très important, hein, mais il y a un rapport du comité FEM dans lequel il y a un amendement, et en fait la plupart des membres, c'est en anglais, etc., donc il y a très peu d'engagement, enfin il y en a mais pas assez malheureusement. Et la plupart des groupes manquent de ressources, que ce soit les groupes au niveau national et nous-mêmes, on est quand même une petite équipe. Et du coup, il y a certains amendements ou certaines résolutions ou rapports qui peuvent impacter le travail du sexe, qui sont passés sans vraiment de consultation, sans vraiment de préavis. Et donc quand même, on voit qu'en étant vraiment outsider de ces institutions-là, on commence de plus en plus à être reconnu comme acteur légitime, en particulier sur les questions de violence, en particulier en lien avec cette Convention d'Istanbul, et on voit que c'est là où toute la discussion plus théorique se cristallise, en fait, sur cette question de consentement. De plus en plus, les abolitionnistes veulent dire, non, en fait, là où nous pouvons définir la prostitution comme une violence, c'est car il n'y a pas de consentement dans la prostitution, et c'est ce qu'elles ont essayé de passer qui n'a pas marché avec cette résolution au niveau européen, c'est ce qui se passe aussi avec la Convention d'Istanbul, et c'est pour ça que c'est intéressant que le Conseil européen, le Conseil de l'Europe nous a demandé par exemple d'avoir une citation sur ces questions-là. Donc, je vous rappelle quand même qu'en 2024, c'est les élections européennes, c'est très bientôt, hein, c'est dans 3 ans. Donc ce serait vraiment fantastique d'avoir une grande campagne, de pouvoir contacter tous les différents candidats en disant que vraiment la question du travail sexuel est importante et comment elle se lie à différentes questions comme les questions de migration, de police, de droit, etc. Et on espère pouvoir bosser avec vous sur ces questions dans le futur. Voilà, merci beaucoup.